En réalité, ce que veut faire Bruno Retailleau, et il a raison de le faire, c'est de mettre sur le même pied, ou du moins sur le même plan, la lutte contre le narcotrafic et la lutte contre le terrorisme, et notamment le terrorisme islamiste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde la structuration de ces réseaux, les motifs ne sont pas les mêmes évidemment, mais la structuration de ces réseaux est significativement la même. C'est-à-dire que pour agir contre le totalitarisme islamique en France et dans le monde, et pour agir contre le narcotrafic, vous avez 3 leviers qui seront à mobiliser. Le levier diplomatique, puisque la majorité de la drogue consommée en France n'est pas produite en France, et donc ça veut dire qu'il va falloir prendre des mesures au niveau européen et aller chercher les têtes de réseau. Exactement, aller chercher les têtes de réseau au Maroc, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, et ça suppose une coopération mondiale. C'est d'ailleurs réglementé par les conventions de Vienne au niveau du trafic de drogue, mais il faut renforcer celle-ci donc au niveau diplomatique et international. Le deuxième levier, c'est au niveau européen, puisqu'il y a un trafic, l'organisation des trafics se fait au niveau aussi européen, notamment les voies de la drogue entre de l'Espagne jusqu'à la France, jusqu'aux Pays-Bas notamment. Donc il y a un sujet de coopération européenne. Et puis il y a un sujet au niveau national de reprise en main et de reprise de contrôle d'un certain nombre de territoires qui ont disparu et dont on a perdu le contrôle. Et effectivement, sur le même cas, le terrorisme islamiste prospère également dessus. Et donc c'est une lutte qui va être globale et qui nécessite de fait l'approbation d'une majorité de parlementaires. Ensuite, après, est-ce que toute l'Assemblée nationale est en faveur de cela ? Il faut poser la question aux autres partis, mais on a aujourd'hui une majorité de députés qui, je pense, vont plutôt dans ce sens-là, si on prend les voix du Rassemblement national jusqu'à la Macronie, on va dire, et puis vous avez une autre partie du spectre politique qui n'est plus dans cette logique-là, qui est plutôt sur une logique de prévention, qui est plutôt le nouveau Front populaire. Mathieu, qu'on peut poser la question aux représentants du Parti socialiste. Position en ce sens, nous pensons dans notre think tank qu'il faut décréter un état d'urgence territorialisé, c'est-à-dire faire comme ce qu'a fait Dominique de Villepin en 2005, notamment sur la question des émeutes, c'est-à-dire que vous décrétez l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence, ça vous permet d'avoir 2 leviers en plus. Ça ne veut pas dire que ça va être la mesure magique qui va résoudre tous les problèmes, parce que le trafic de drogue, on l'enrayera en réalité en 20-30 ans, on ne l'enrayera pas en une semaine, mais avec un état d'urgence, vous pouvez déjà perquisitionner de manière administrative, donc c'est-à-dire sans passer par une décision judiciaire, les lieux d'habitation des narcotrafiquants, parce que ces gens-là habitent en général dans ces quartiers-là. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième point, vous pouvez faire comme ce qu'avait fait François Hollande le soir du 13 novembre en 2015, c'est-à-dire saisir les armes à feu qui justement gangrènent ces quartiers-là, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les narcotrafiquants sont beaucoup plus armés, beaucoup mieux armés que les moyens régaliens. Vous avez 2 sociétés qui se font face à face, l'État avec ses pouvoirs régaliens et sa puissance régalienne qui est affaiblie, et d'autre part les narcotrafiquants qui sont des seigneurs de guerre locaux qui n'ont jamais été aussi puissants. Donc vous avez là un état d'urgence à mettre en œuvre pour avoir un cadre justement global qui vous permette de le faire. Ensuite, après, l'Assemblée devra renouveler, prolonger cet état d'urgence, et on espère que les parlementaires, justement, on parlait de courant de cause nationale, puissent le faire puissent le faire dans leur diversité, voter pour prolonger cet état d'urgence. Et puis ensuite, après, il va falloir effectivement mettre des moyens humains et matériels régaliens pour véritablement reconquérir les 1515 quartiers de la politique de la ville, parce qu'aujourd'hui, dans 1500 quartiers, c'est-à-dire 5 millions de Français qui sont prisonniers du narcotrafic et qui sont dans des véritables prisons à ciel ouvert. Au point de vue politique, Madame Hidalgo ne prend des décisions que pour ses électeurs. Elle ne prend pas de décision. Et le problème étant que ces décisions ont un impact sur les gens qui, effectivement, à Paris, n'ont pas voté pour elle, mais également sur les franciliens d'un point de vue plus global. Pourquoi ? Parce que quand on regardait le taux d'équipement en termes de voitures pour les Parisiens, on sait très bien que c'est plutôt les arrondissements de l'Ouest parisien, c'est 17e, 16e, 15e. Comme par hasard, ce ne sont pas les gens qui votent pour Madame Hidalgo, donc ce n'est pas grave pour elle de pénaliser les automobiles dans la ville de Paris. Ensuite, après, sur la question du périphérique, effectivement, 80% du périphérique, des gens qui utilisent le périphérique, ne sont pas parisiens. Et c'est plutôt effectivement les franciliens, voire les Français. Or, Madame Hidalgo, de ce fait-là, comme ce ne sont pas ces électeurs-là qui sont clés pour garder son poste à la mairie de Paris, effectivement, ça ne l'intéresse pas. Et donc, de fait, elle va prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que veulent ces gens-là. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui sont franciliens et qui vous disent, comme dans votre reportage, qui disent « c'est une décision absurde, moi ça va me pénaliser pour mon déplacement quotidien, tous les jours je fais ce trajet-là, je vais prendre encore plusieurs dizaines de minutes de retard en plus par rapport à mon trajet habituel ». Et donc, c'est la réalité aujourd'hui qui se joue pour ces gens-là. Ensuite, après, le dernier élément que je vois
vois quand même, qui n'est plus là d'un point de vue politique, mais qui est d'un point de vue politique public, c'est l'argumentaire de la ville de Paris. C'est toujours la même chose, c'est de dire, c'est une question liée à l'écologie, à la transition écologique, etc. Ce qui effectivement est tout à fait louable, mais on moins pas... 30%, je me permets, moins 30% de fréquentation sur l'avenue de l'Opéra, qui est une grande artère parisienne, moins 15 sur le boulevard de Sébastopol, c'est les prévisions de la mairie de Paris, amélioration de la qualité de l'air, diminution du bruit, voilà ce que effectivement avance la mairie de Paris. Exactement, c'est ça. Alors sur le bruit, il n'y a pas d'études récentes aujourd'hui qui permettent, notamment sur la question du périphérique, on en a beaucoup parlé récemment. La dernière étude qui existe, c'est une étude de l'ADEME de 2014, et cette étude-là est beaucoup plus mitigée par rapport à l'utilisation qu'en fait la ville de Paris. C'est pas tout à fait sûr, et effectivement la proposition de Valérie Pécresse, qui est certes plus coûteuse, était dans le papier de l'ADEME, dans le rapport de l'ADEME, jugée plus efficace pour lutter contre le bruit. Et de la même façon, on va dire, sur la pollution, les bons résultats en termes de pollution ne viendront que si le trafic est décongestionné. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embouteillage supplémentaire. Or, pour l'instant, ce que l'on constate depuis plus de 10 ans, c'est que la ville de Paris... Oui, parce qu'il y a un report effectivement dans les autres arrondissements, et la ville de Paris est une des villes aujourd'hui les plus embouteillées d'Europe, voire de l'OCDE. Allez, on clôt cette page qui concerne donc la mairie. Et c'est plutôt effectivement les Franciliens, voire les Français. Or, Madame Hidalgo, de ce fait-là, comme ce ne sont pas ces électeurs-là qui sont clés pour gagner pour garder son poste à la mairie de Paris, effectivement, ça ne l'intéresse pas. Et donc, de fait, elle va prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que veulent ces gens-là. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui sont franciliens et qui vous disent, comme dans votre reportage, qui disent c'est une décision absurde, moi ça va me pénaliser pour mon déplacement quotidien. Tous les jours, je fais ce trajet-là, je vais prendre encore plusieurs dizaines de minutes de retard en plus par rapport à mon trajet habituel. Et donc, c'est la réalité aujourd'hui qui se joue pour ces gens-là. Ensuite, après, le dernier élément que je vois quand même, qui n'est plus là d'un point de vue politique, mais qui est d'un point de vue politique public, c'est l'argumentaire de la ville de Paris. C'est toujours la même chose, c'est de dire, c'est une question liée à l'écologie, à la transition écologique, etc. Ce qui effectivement est tout à fait louable, mais moins 30%, je me permets, moins 30% de fréquentation sur l'avenue de l'Opéra, qui est une grande artère parisienne, moins 15 sur le boulevard de Sébastopol, c'est les prévisions de la mairie de Paris, amélioration de la qualité de l'air, diminution du bruit, voilà ce que effectivement avance la mairie de Paris. Exactement, c'est ça. Alors sur le bruit, il n'y a pas d'études récentes aujourd'hui qui permettent, notamment sur la question du périphérique, on en a beaucoup parlé récemment. La dernière étude qui existe, c'est une étude de l'ADEME de 2014, et cette étude-là est beaucoup plus mitigée par rapport à l'utilisation qu'en fait la ville de Paris. C'est pas tout à fait sûr, et effectivement la proposition de Valérie Pécresse, qui est certes plus coûteuse, était dans le papier de l'ADEME, dans le rapport de l'ADEME, jugée plus efficace pour lutter contre le bruit. Et de la même façon, on va dire, sur la pollution, les bons résultats en termes de pollution ne viendront que si le trafic est décongestionné. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embouteillage supplémentaire. Or, pour l'instant, ce que l'on constate depuis plus de 10 ans, c'est que la ville de Paris... Oui, parce qu'il y a un report effectivement dans les autres arrondissements, et la ville de Paris est une des villes aujourd'hui les plus embouteillées d'Europe, voire de l'OCDE. Allez, on clôt cette page qui concerne donc la mairie de Paris. Dernier mot, très rapidement. Oui. Non, mais sur ce cas-là, et comme c'est illustratif de ce qu'on appelle malheureusement l'impuissance publique, l'impuissance des politiques à résoudre les problèmes du quotidien. On fait une loi effectivement qui est bonne dans le contenu, mais pour autant, on n'arrive pas à voir les résultats. On a fait des lois sur ces sujets-là, sur la politique du logement, on n'arrive pas à voir des résultats. La réalité, c'est qu'il faut complètement changer de logique, il faut complètement inverser la logique au profit justement des propriétaires, parce qu'il y en a marre qu'il y ait ce type d'action, et il y en a marre aussi, je terminerai juste dessus, les squatteurs sont aussi protégés par de nombreuses associations qui les protègent, qui les défendent, et qui sont parfois subventionnés par l'argent public. Donc un principe qui devrait être normal, pas un euro, pas un centime pour ces associations-là qui subventionnent justement l'impuissance publique. Louis, en 10 secondes, mais vraiment.